Merci. La parole est maintenant à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté pour la suite de la discussion générale. Oh, mais c'est très gentil. Faites... Non. Non, fais pas trop quand même. Bien, alors, mes chers collègues de l'opposition, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Madame, Messieurs, enfin, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, surtout de l'opposition, je tiens à le souligner, puisque vous êtes vraiment présents. N'étant pas membre de la Commission spéciale bioéthique, non, mais désigné d'office. C'est donc exclusivement en tant que porte-parole du groupe socialiste et apparenté, c'est dommage, que je m'exprime devant vous aujourd'hui sur le nouvel examen du projet. S'il vous plaît, chers collègues, on écoute Madame Untermaier, s'il vous plaît, par respect. S'il vous plaît. Il n'y a déjà pas grand monde dans l'Assemblée, mais... Voilà. Madame Untermaier, vous avez la parole, nous vous écoutons. Très bien, merci beaucoup. Après un passage au Sénat qui a pu modifier parfois jusqu'à l'esprit de ce texte, je pense notamment aux modifications affectant le titre premier, qui marquait un net recul en termes de droit, nos collègues sénateurs et sénatrices ont dans un même temps largement enrichi le texte sur les autres titres, et nous pouvons nous en réjouir. Le texte soumis il y a désormais de longs mois à la représentation nationale se veut être un texte d'autorisation qui sont autant de droits nouveaux pour nombre de nos concitoyens et leurs enfants. Ils les attendent. Certaines situations qui paraissaient jusqu'alors inextricables sont en voie d'être résolues. Il en est de l'extension de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. C'est là une réponse à une aspiration sociétale. En fait, comme le disait le garde des Sceaux tout à l'heure, la loi vient dire en droit une réalité sociale imparfaite, et la loi vient ainsi garantir la protection aussi de l'intérêt de l'enfant. Il en est de même de l'adoption en commission de mesures à l'initiative du groupe socialiste et apparenté, l'amendement transpartisan mettant un terme aux discriminations en fonction de l'orientation sexuelle lors du don du sang. Cet amendement, porté par mon collègue Hervé Solignac, rapporteur présent, a été soutenu par plus de 100 députés. Comme cela a été rappelé, c'était également porté par le ministre de la Santé dans son rapport de juillet 2013 portant sur la filière du sang en France. Je le cite, « L'erreur consiste à se limiter à la sexualité alors même que c'est le comportement sexuel qui peut être à risque, quelle que soit l'orientation sexuelle par ailleurs. » Il en est ainsi aussi de l'encadrement de la recherche d'un donneur dont les caractéristiques sont les plus proches du couple receveur. Cela se fait sur le groupe sanguin ou encore sur la couleur de peau, des cheveux ou des yeux. Cette pratique pénalise les couples receveurs d'origine ethnique pour lesquels les donneurs font défaut. Nous avons obtenu l'encadrement conformément aux recommandations de la Commission nationale consultative des droits humains. Ces avancées, consacrées par la commission spéciale avec une large majorité, devront donc être inscrites dans le marbre de la loi à l'issue du débat, si possible. Cependant, ce texte n'apporte pas de réponse sur certains sujets, et le débat qui fait l'honneur de cet hémicycle, quand les députés sont présents, doit avoir lieu. Nous devrons ainsi nous poser la question de l'ouverture de la PMA post-mortem et de l'autoconservation des ovocytes. Le gouvernement souhaiterait l'ouvrir pour raisons médicales. Mais pourquoi seulement pour les femmes de 32 ans et plus ? De nombreuses femmes souffrent de pathologies telles que l'endométriose, qui se manifestent dès la puberté ou l'insuffisance ovarienne prématurée. Sur ce sujet encore, le groupe socialiste se fera force de proposition afin de lever les dernières barrières qui peuvent créer de l'injustice. Par ailleurs et toujours, le groupe socialiste et apparenté défend une filiation pour les couples de femmes qui serait la même que pour les couples hétérosexuels.
Enfin, sur la situation des intersexes dans notre pays, il convient de rappeler que dans tous les cas, la notion d'urgence vitale est satisfaite par le Code de santé publique. Le médecin délivre les soins indispensables sans obligation du recueil du consentement du mineur ou des parents. Le sujet n'est donc pas tant la nécessité médicale, mais bien le recueil du consentement lorsque des opérations de conformation sexuée sont envisagées. Là encore, le groupe auquel j'appartiens saura être force de proposition et animera le débat sur ce point. Nos débats doivent être, jusqu'à leur terme, à la hauteur de l'ambition de cette loi. Il nous faut aborder les sujets les plus sensibles et y apporter des réponses en tirant profit des potentialités offertes par le progrès médical, scientifique et technologique, toujours dans le respect de principes éthiques qui animent notre société et touchent au plus profond des consciences de chacun. En conclusion, et cette fois à titre plus personnel, je dirais qu'avoir des droits ne réduit pas les droits existants. Ouvrir la PMA aux femmes célibataires ou en couple, ce n'est pas réduire les droits des hommes, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure. C'est au contraire accueillir la différence et protéger l'enfant. Il ne faut pas craindre d'ouvrir des droits. C'est le raisonnement inverse qu'il nous faut redouter. Craindre d'ouvrir les droits, c'est corseter la société. Et je ne vois pas ici, dans l'hémicycle, une volonté de détruire nos fondamentaux, mais bien au contraire, de les augmenter. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Untermaier.